Bonsoir, chers amis saxonnins, bienvenue à Télé Saxon. Ce soir, pas d'invité sur notre plateau. Par contre, 8 reportages réalisés par notre équipe. On commence par le premier. Le 23 mars dernier a eu lieu la journée suisse du scoutisme. Steve Gio était sur place. Voici son reportage. Oui, c'est la journée de la découverte du scoutisme. C'est pour toute la Suisse, c'est cette même date. Et nous, on a organisé cette journée aujourd'hui pour faire connaître un peu plus le scoutisme à Saxon. « 1929, c'est l'année de création du groupe scout de Saxon. Pour la matinée, on a préparé quelques activités ici sur le terrain du casino. Et pour cet après-midi, un jeu de piste avec d'autres activités. Il y a eu notamment une activité où on a fait des constructions avec des carrés militaires, apprendre comment boutonner les carrés, tendre une corde entre deux arbres. Et on a aussi eu un poste où il y a eu une explication des lois et des principes dans le scoutisme. Bonjour. Ça va? Il se passe quoi ici? Relax. Ah, d'accord. L'effort, réconfort après l'effort. D'accord. Il y a beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup d'efforts, c'est ça? Non, même pas pour montrer ça, si. C'est vrai que le scoutisme aujourd'hui, ça a quand même pas mal évolué depuis sa création au début du XXe siècle. Et nous, on nous base plutôt maintenant sur l'inclusion et le respect de tout le monde. Et on fait quand même certaines activités en extérieur avec des techniques de pionniérisme. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté plus humain qui ressort beaucoup. En gros, le tendeur, c'est un nœud. Du coup, tu accroches à une base solide. Là, en l'occurrence, tu reviens de l'autre côté et tu auras fait un nœud. Tu repasses ta corde de l'autre côté. Du coup, ça va, tu tires. Du coup, ça va permettre de temps d'action. Alors, les équiers, petit conseil personnel, parce que moi aussi, ça m'arrive de plus savoir dans quel sens faire la boucle. Donc, quand vous avez assez de cordes, dans ce sens-là, vous dédoublez directement la corde et vous faites votre nœud magique avec la corde repliée. Et du coup, là, ça tient. Non. Pas spécialement. Maintenant, il faut tirer. Il faut. J'enlève, genre là. Lâche, ouais, vas-y. Et voilà. Tu vas passer tout le monde. Et ensuite, tu glisses. Et bon, après, c'est pas le bon type de corde qu'on va utiliser. Oui, ça perd un petit peu en tension parce que la corde elle a un petit peu. Oui, ça c'est optionnel. Après, c'est. Par exemple, quand vous avez un surplus de corde, il faut faire ce qu'on appelle la queue de cheval. Voilà. Et après, ce qu'il faut faire. C'est génial. Les scouts, c'est ouvert pour tout le monde à partir de l'âge de 5 ans. Pour les plus petits qui ont 5-6 ans, c'est un week-end par mois. Et pour les plus jeunes, eux, ils ont les réunions le samedi après-midi entre 13h30 et 15h30. Et pour les plus grands, c'est le samedi matin de 9h30 à 11h30. On est sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Avez-vous déjà entendu parler de l'école du être? Non? Eh bien, Steve Gio s'est rendu sur place dans le domaine des gîtes et est revenu avec un reportage extraordinaire.
Alors bonjour, je suis Charline Créton. Je suis la responsable pédagogique de l'école du Hêtre et aussi membre des différentes initiatives qui vivent ici au domaine de la gîte. Donc avec la coopérative d'habitation, le domaine agricole et le centre de soins. Alors l'école du Hêtre, elle existe, en fait c'est de la pédagogie Steiner-Waldorf. Donc en Valais, ça existe depuis 35 ans. Donc c'est une école de pédagogie Steiner donc, qui utilise beaucoup aussi les arts pour l'enseignement et les expériences dans la nature. Donc le lien avec la nature qui est important pour le développement des enfants. Et on a les enfants aussi crèches en fait, les enfants préscolaires, donc à partir de 2 ans et puis jusqu'à la fin du primaire progressivement. Alors oui, tout à fait, on a beaucoup de passages ces temps, beaucoup d'animations, contrairement à d'autres jours. On a 2 semaines assez intenses où il y a la construction de la future école, justement l'école du Hêtre qui va emménager au domaine de la gîte. Et c'est un chantier participatif pour construire les yourtes, donc toutes les familles de l'école ou les amis, tout le monde est invité à se joindre à l'aventure, encadré par des professionnels. Donc c'est une grande animation pour notre domaine et ça commence à prendre forme gentiment. Alors sur notre site internet, vous pouvez trouver sur www.écoleduhêtre.ch où là il y a les actualités ou aussi sur les réseaux sociaux. On est présent sur les réseaux sociaux par rapport à... On a plusieurs portes ouvertes en fait. On a des événements portes ouvertes où tout le monde est bienvenu. C'est des fêtes familiales, chaleureuses où les enfants ont des activités créatrices. Et, ça dure toute la journée, c'est au moins 2 fois dans l'année. Voilà. Donc le 25 mai, on aura l'inauguration des yourtes qui seront terminées, on l'espère en tout cas. Et donc ce sera l'occasion de voir ces salles de classe assez atypiques et chaleureuses qui seront ouvertes à tout le public. Et c'est aussi l'occasion de notre fête du printemps qui est justement une de ces portes ouvertes où toute la journée il y a des ateliers ludiques ou créatifs pour les enfants, une restauration sur place. Donc c'est vraiment bienvenue à tous, même juste aux curieux qui veulent voir à quoi ressemblent ces salles de classe, ces yourtes ou le domaine. Eh bien, on aurait presque envie d'y retourner à l'école, hein, au milieu de la nature, avec les animaux. Ah bah d'ailleurs, en parlant d'animaux, Christophe Caron est allé filmer le 16 décembre dernier Audrey Marais, notre conteuse, qui a délivré un texte extraordinaire qui s'appelle « Le chamois blanc ». Reportage de Christophe Caron. Nous avons fait le tour des saisons, l'été est passé, on revient à l'automne. Et l'automne, c'est la période de la chasse. Et Bernard était un chasseur. Depuis tout petit, il avait été avec son père, et ensuite, enfin son grand-père et ensuite son père. Il allait tout le temps à la chasse. Et dès qu'il a eu l'âge, il a étudié
Et il a passé son permis pour aller chasser lui-même. Et lui, on disait de lui que c'était un chasseur très chanceux, qu'il voyait tout le temps des animaux. Et il avait la fine gâchette parce que chaque fois qu'il tirait, chaque fois, il touchait sa cible. C'était le premier jour de la chasse. Il s'était posté dans la forêt et là, dans la journée, il avait prélevé un beau cerf. Quand il a été le présenter au garde-chasse, le garde-chasse, il lui a félicité et il lui a dit aussi que effectivement, c'est un bon jour demain. Tu as déjà tiré 99 bêtes. L'année prochaine, le lendemain, ça sera la 100e. Faut qu'on fasse ça. Mais lui, il n'écoutait pas. Il était déjà en train de préparer ses plans pour le lendemain. Cette fois, il voulait aller en haut, vraiment tout en haut de la montagne. Alors, le soir même, il prend sa voiture et il monte jusqu'au petit chalet d'alpage. Là, il passe la nuit et au petit matin, quand le jour n'est même pas levé, il prend le petit chemin et il monte tout en haut de la montagne. Il s'installe derrière un rocher et il est prêt. Il attend que le soleil se lève. Le jour se lève et il voit en face de lui, là sur la montagne, un chamois. Mais un chamois blanc. C'est la première fois qu'il voyait un chamois blanc. Alors, il se prépare, il se met en jeu, et là, il est prêt à tirer. Quand il va pour tirer, le chamois bouge et le regarde. Il l'observe. Alors, Bernard, il attend. Il attend qu'il puisse de nouveau être dans sa ligne de tir. Il attend. Et au bout d'une heure, il y a le chamois qui se remet en position, qui lâche son attention et continue à brouter. Alors là, il est prêt. Il se met en joue et là, il tire. Il attend que la poussière se dissipe. Et là, il voit le chamois. Indemne. Et il le regarde. Et il ne comprend pas. Alors il tire une deuxième fois. Mais toujours rien. Le chamois est toujours vivant. Il tire une troisième fois. Et là, le chamois, il saute, il s'en va, au-dessus de la crête. Alors Bernard, ça lui a jamais arrivé. Alors il prend son fusil, il continue son chemin et se met à la poursuite de son gibier. Il passe la crête, il redescend de l'autre côté, et là il arrive dans la rivière, il traverse la rivière, il arrive au milieu des rochers. Il y a un précipice de l'autre côté. Mais il s'engage sur le chemin. Et là, il arrive au bout du chemin. Il se retrouve un peu coincé. Il regarde autour de lui et il voit toujours ce chamois un peu plus haut qui l'observe. Alors là, il veut de nouveau essayer de le tirer, mais tout d'un coup, il fait un malaise. Son sang se glace. Son visage, sa vue s'obscurcit. Et il tombe dans le vide. Le soir, ses amis et sa famille ne le voient pas rentrer. Alors, il se met en quête de le retrouver. Ils arpentent la montagne pendant toute la nuit. Au petit matin, un chasseur retrouve au fond du précipice sa carabine. Aucun corps de Bernard.
C'est depuis ce jour-là qu'une superstition, un mythe, est parmi les chasseurs. On dit que si un chasseur tire un chamois blanc, il mourra dans l'année. Alors, est-ce un mythe ou est-ce la réalité? Merci m'avoir prêté vos oreilles. J'espère que cette petite balade dans les paysages et dans les saisons de Saxon, on est maintenant au sommet de la pierre à voir, donc à vous de choisir si vous voulez revenir ici ou pas. Et en tout cas, je vous dis un grand merci. Et merci au musée. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi. Bravo. Le 13 avril prochain, le corps de musique de Saxon a besoin de vous. Pourquoi? Eh bien, pour inaugurer ses tout nouveaux costumes. Cette soirée du 13 avril qui se passera à la salle de la Floresca sera également animée par notre ambassadeur du Valais, j'ai nommé Gibus, ainsi que le crieur à l'escabeau de Saxon, j'ai nommé Fred Perrier. On se réjouit de vous retrouver pour ce repas de soutien le 13 avril, mais en attendant, et voici le reportage de Patricia Vaudan sur le corps de musique. Cette année, nous avons décidé de changer nos costumes. Ils seront passés justement, pour les plus anciens et ceux qui connaissent derrière moi, du vert au brun, du brun au bordeaux. Et maintenant, nous allons donc vous faire surprise dans une semaine avec nos nouveaux costumes. Alors effectivement, c'est chargé. Je remercie déjà toutes les personnes qui nous ont soutenus financièrement pour ce projet. Et donc, effectivement, le 12, 13, 14 avril sera un week-end de fête pour le corps de musique et puis pour ses supporters avec la modification de notre uniforme. Voilà le grand projet du mois d'avril. Pour commencer, les générations ont changé. En 1995, lorsque on paradait dans Viège avec nos nouveaux costumes Bordeaux, il y avait 3 filles dans nos effectifs. Et donc, la justesse d'un costume n'est pas le même pour un garçon que pour une fille. Donc, effectivement, il fallait revoir ça, alors que maintenant, nous sommes plus ou moins à la parité 50-50. Un costume qui fête ses 29 ans, on peut gentiment songer à avoir une bonne retraite. Bonsoir à tout le monde. Merci à Télé Saxon de venir faire un petit reportage sur l'inauguration des costumes. On est une dizaine de personnes au niveau du comité d'organisation. Puis après, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît avec Laurent, depuis tout petit, qui me serine avec ce corps de musique. Donc clairement, il est revenu me voir pour savoir si je voulais reprendre la présidence du comité d'organisation. Ce que j'avais fait en 2019 à l'amicale, et puis ça s'était bien déroulé. Puis après, c'est toujours une question de bien s'entourer. Puis là, je peux que remercier le comité d'organisation pour le job qui a été fait. Puis ce qui est important, surtout pour une inauguration des costumes, c'est surtout le carnet de fête. Puis je crois qu'on avoisine gentiment les 90 000 francs de carnet de fête. Donc c'est une réussite. Maintenant, il ne reste plus que les 3 jours de manifestation pour mettre la cerise sur le gâteau. On a prévu plusieurs choses. Le premier soir, soit le vendredi, c'est le concert de la fanfare militaire. Donc ça me touche, parce que j'ai quelques années de service, mais dans une autre arme que la fanfare. Donc on marque le passage. En plus, c'est une excellente fanfare au niveau suisse. Le deuxième jour, on a, je dirais, la partie centrale qui est le concert du corps de musique avec souper de gala, et là on aura la participation de 2 humoristes, Gibus et puis Frédéric Perrier.
Et le lendemain, c'est le loto. Donc là, on a notre spécialiste, en la personne de Laurent Détienne, qui va nous gérer ce loto. Dans un premier temps, on s'est déjà consulté au niveau du comité, Barbara, Antonin, Clélia et Sacha, ainsi que la commission musicale qui est constituée de notre directeur et puis de différents musiciens. Et puis de là est déjà sortie la première idée, comment on va gérer, c'est encore une année de cantonal hein, pour les spectateurs qui nous écoutent, sachez qu'on va encore jouer à Crans-Montana au mois de juin en 3e catégorie, donc il y a encore du travail à côté. Donc, il a été décidé de faire un pack. Ça veut dire de faire ce joli concert de Noël que nous avons fait avec les 3 fanfares, faire 2 mois de pause, et puis ensuite vraiment se concentrer sur l'aspect musical, afin d'arriver au mois de juin pour cette fête cantonale, et puis repousser un petit peu le concert au mois d'avril, afin de faire à la fois notre concert, montrer aux citoyens de Saxon et nos supporters ce nouveau costume, et puis faire ces petites journées, ces events, on va dire, le vendredi et le dimanche, avec effectivement, comme l'a bien expliqué Sébastien, le brass band de l'armée Spiel, donc les meilleurs musiciens de brass band de Suisse qui se réunissent pour un cours de répétition. Après avoir posé les jalons de notre future fête, c'est là que l'on s'est retourné vers Sébastien, vers différents autres amis qui sont venus nous entourer afin de laisser finalement le comité faire son travail de tous les jours et puis ce comité d'organisation qui a pu avancer et puis encore affiner finalement l'idée que nous avions de faire l'armée Spiel, notre concert et puis le loto. Qui est devenu, depuis le Covid, c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu, pas dire facile à faire, mais on voit que pour chercher de l'argent auprès des personnes, le loto finalement rend tout le monde heureux. Et c'est pour ça qu'on garde toujours ce système de loto. Je crois que Laurent a bien résumé la situation. Donc il s'est entouré, je dirais, d'un comité d'organisation et puis on s'est dispatché les tâches. Puis point important aussi, c'est vraiment samedi avec le souper de gala. Là, on a environ 170 inscrits, donc il reste encore quelques places. On marque quand même le passage. On prend aussi un humoriste local, soit Frédéric Perrier, et puis un humoriste un peu moins local, mais typiquement valaisan, la personne de Guy Bus. Puis là, on attend que les supporters du corps de musique se déplacent massivement et puis marquent le passage. Parce que le corps de musique pour la commune, c'est une fanfare qui est importante, c'est une histoire. Hein. Vous pourrez le voir aussi dans l'historique qui est noté dans le carnet de fête. Donc venez nombreux, venez participer à cette inauguration. Alors, je ne sais pas si Télésaxon va le rajouter au fond dans le texte, mais sachez que vous pouvez toujours aller sous www.corpsdemusique.ch et puis vous trouverez toutes les informations nécessaires pour cette soirée. Il reste encore une quinzaine de places pour le souper et puis sachez que vous pouvez venir voir le concert naturellement gratuitement et puis au terme du concert, la soirée payante, on va dire, commencera. Mais tout le monde est invité à venir écouter le concert du corps de musique. Moi, je suis la plus jeune musicienne et vu que cette année, on a des nouveaux costumes, je suis très contente. Je trouve qu'ils sont très jolis. Pour le vendredi soir, on vous rappelle que le concert du Suisse Armée est gratuit. On espère vous voir nombreux à 18h30 à la salle polyvalente. Au revoir et merci de m'avoir écouté. Après le corps de musique, c'est la fanfare de l'avenir qui a besoin également de vous, de votre présence, de votre bonne humeur, de votre chaleur pour leur prochain concert qui se déroulera sur 2 jours et dont le thème principal sera cette année le cirque. Un reportage et des informations données par Patricia Vaudran. C'est un moment décisif. Prouvez que tout se passe selon le plan. Ah, je vois que Box se prépare pour le lancement de la soirée. Mettons-nous en place.
ça va commencer. C'est une histoire qui laissa les cœurs des habitants du royaume dans la peur et la tristesse. L'histoire d'un feu vorace qui plongeait le pays dans le deuil. 20 ans se sont écoulés depuis la Naflesse, où un brasier implacable dans sa fureur transforma un palais honteux. Pour parler du concert qu'on va vous proposer, je pense qu'on revient rapidement sur comment on en est venu à ce concert. L'année passée, on a proposé à la population de Saxon un concert celtique sur les légendes celtiques. Et suite à ce spectacle, la société Gym Évasion de Châteauneuf-Sion nous a contactés et nous a proposé en fait de collaborer avec eux pour monter un spectacle si d'aventure on avait envie de refaire ce genre de spectacle. C'est clair que maintenant, à la Fanfare de l'Avenir, on a envie de proposer quelque chose de différent de ce qu'on fait habituellement dans les fanfares. Alors on a sauté sur l'occasion et on a créé un spectacle pendant l'été sur le thème du cirque qui se passe dans un royaume. On a complètement inventé l'histoire. C'est un royaume imaginaire où les arts du cirque sont très importants. Et on a créé toute une histoire autour de ce cirque. Au niveau musical, c'est pas quelque chose de très différent de ce qu'on fait habituellement dans les fanfares. C'est-à-dire qu'on a des pièces brasses, on a des pièces plus légères, on a de la chanson un peu, on a un peu tiré des comédies musicales. On a une marche, évidemment, on a le genre de pièces qu'on trouve dans un concert habituellement. C'est vraiment plus l'histoire qu'on a créée et le fait d'avoir des danseurs, des gymnastes, des artistes de cirque, des chanteurs, des acteurs. Il y a tout un spectacle qui est créé autour de la fanfare. C'est ça qui rend, je dirais, la soirée particulièrement intéressante et surtout un peu différente de ce qui se fait habituellement avec les fanfares. Mais du point de vue de la fanfare, le travail musical qu'on a fourni, c'est le travail, je dirais, habituel d'une saison, avec peut-être le petit bémol ou le petit plus, parce qu'un bémol c'est un moins, avec le petit dièse, on va dire, qu'on a plus de morceaux que d'habitude. On joue quasiment en continu sur la durée du spectacle. Moi, je trouve très motivant de faire ce spectacle avec des jeunes. En fait, la société Gym Évasion ont beaucoup de jeunes dans leur contingent. Nous, on a une belle jeunesse aussi dans nos rangs, qui est rentrée sur nos rangs. Et je trouve que justement, faire ce genre de spectacle, ça permet des rencontres, ça permet de travailler avec plusieurs générations différentes. Je dirais que l'âge va entre 7 et 70 ans. L'âge des personnes qui sont engagées dans ce spectacle, et il n'y a qu'avec une fanfare qu'on fait ça. Si on fait du sport, on est rapidement cantonné à une moyenne d'âge qui est un peu similaire entre tous les participants. Et je crois que c'est aussi ça qui fait un peu la magie de ce spectacle. Alors les dates, c'est le 26 et 27 avril de cette année, évidemment. On a voulu faire des réservations. Si vous voyez les affiches, c'est écrit réservation souhaitée, pour éviter d'avoir trop de monde qui viennent tout à coup sur le vendredi ou sur le samedi et pouvoir un peu essayer de gérer le nombre de personnes qui viennent. C'est pas une réservation où vous allez avoir une place attribuée, mais c'est juste pour nous de dire on a beaucoup plus de monde qui viennent le samedi, donc on va demander peut-être aux gens qui sont autour de la fanfare de venir plus tôt le vendredi, ou c'est plus pour gérer les flux de personnes en fait. On vous attend nombreux pour le spectacle du 26 et 27 avril. Puis c'est tout. Au revoir. Au revoir. À leur apogée, sombra dans la tristesse et la mélancolie suite à ce drame abominable. Une bougie au pays aurait enflammé le palais et emporté les vies de ceux qui y dormaient. Pourtant, dans les conversations chuchotées dans les coulisses de la cour royale, aussi bien que sous les tentes colorées des cieux. Voilà, les dates de ce concert de la Fanfare de l'Avenir seront donc le 26 et 27 avril prochain. Voilà, concert Jeunes Talents à l'espace Consonance cette fois-ci. Le vendredi 15 mars dernier, à l'espace Consonance de Saxon, chez Lionel Monet, a eu lieu le concert des Jeunes Talents et nous avons un reportage exclusif, la violoniste Scarlett Marteau, accompagnée par Sophie Lenoir. Voilà, ça s'est passé à l'espace Consonance le 15 mars dernier.
Le 16 mars dernier, Patricia Vaudan est allée retrouver les nonagénaires. Reportage. Alors on a fait une promesse d'achat. Bonjour à toutes et à tous, chers nonagénaires, chères familles, chers invités. C'est avec plaisir qu'accompagnés de mes collègues du Conseil, nous vous accueillons et vous adressons nos cordiales salutations et sommes très honorés de partager cette festivité en votre compagnie. Accueillir et célébrer nos nonagénaires concorde avec tradition. Saxon, en 1930, vous pensez qu'il y avait combien d'habitants à Saxon en 1930 1813 habitants. On n'a pas les chiffres exacts de 1934, mais 1813 habitants en 1930. Aujourd'hui, nous sommes 7548 habitantes et habitants sur notre commune. Alors, en 1934, en Suisse, nous avons eu au mois de janvier le début des championnats du monde de ski à Saint-Moritz. En cette année, il y a eu le premier et unique Grand Prix automobile de Montreux. Il y avait l'inauguration à Davos du premier téléski. Moi, j'étais convaincu que c'était celui de Saxon qui était le premier. Ben non, c'est celui de Davos en 1934. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir 8 nonagénaires. Vous êtes 13 encore vivants à Saxon et c'est pour nous, comme je l'ai dit, un bel honneur. Alors maintenant, je passe la parole à mes collègues et à tout à l'heure. J'ai le plaisir de relater le parcours de vie de Madame Olga Vouillamot. Olga est née le 21 avril 1934 à Ayen, dans le foyer de Jules et Séraphine Morard. Elle était la troisième d'une fratrie de 4 enfants. D'un caractère enjoué et farceur, elle a passé une enfance heureuse dans son village natal de Fortuno. Un quotidien rythmé par l'école, les jeux, mais aussi l'aide aux parents pour les travaux des champs. Sans oublier les périodes d'été au Mayen pour faire les foins et surveiller le bétail. À 15 ans, Olga a quitté la maison pour aller travailler à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice. Elle a ensuite exercé son métier de serveuse dans différents établissements, dont le Café Central à Chara. C'est là qu'elle a rencontré un séduisant Bédjoui qui venait tous les matins boire son Novo Maltine et qui allait devenir son époux durant plus de 65 ans. En effet, Olga et Raoul se sont mariés en septembre 1958 à l'abbaye de Saint-Maurice avant de faire un tour de Suisse en guise de voyage de noces. Quand Raoul s'est mis à son compte et a ouvert un atelier de mécanique, ils se sont installés à Saxon. Olga l'a secondé dans l'entreprise en assumant plusieurs professions, comptable, secrétaire, commissionnaire et même adjointe de direction. Pendant les vacances, ils ont sillonné les routes de France et d'Italie avec leur bus camping. N'ayant pas eu d'enfants, Olga a consacré beaucoup de temps à ses proches et à ses amis. Durant quelques étés, elle a accueilli une petite Parisienne pour les vacances. Et pour tous ses neveux et nièces, elle était une vraie tata gâteau. Elle s'est aussi investie bénévolement au sein de la paroisse en s'occupant pendant plus de 25 ans de l'entretien des aubes des premiers communiants.
Même si elle a fait sa vie en plaine et qu'elle a adopté les expressions des Saxonnins, Olga est restée très attachée à ses racines ayentotes. Sa famille lui dit un très grand merci pour tout ce qu'elle représente pour nous et lui souhaite encore plein d'heureux moments parmi les siens. Bravo Madame Vuyamou. Madame Antonia Fleury, dite Carla, est née le 29 avril 1934 dans un petit village du nord de l'Italie. Almeno San Bartolomeo, est une commune qui domine les deux villes de Milan et Bergame. Elle sera fille unique car sa maman ne pouvait plus enfanter. Elle a eu une enfance heureuse en compagnie de ses parents et a pu beaucoup échanger avec son grand-père et sa grand-mère. C'était encore à l'époque où tout le monde se retrouvait dans une grande cuisine près d'une cheminée imposante et où les anciens donnaient leur savoir et racontaient leurs anecdotes aux plus jeunes. Quelques années plus tard, la petite fille est confrontée au monde de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Là, il faut apprendre à survivre, à partir en plein cours lorsque les sirènes retentissent et qu'il faut rejoindre des abris en espérant pouvoir sortir sain et sauf. Déjà à cette époque, à 8 ans, sa très grande générosité n'avait pas de limite. Elle allait en effet, sans que ses parents n'en sachent rien, apporter des vivres aux soldats partisans qui se cachaient dans les montagnes pour lutter contre les Allemands. Cela lui avait valu d'ailleurs une belle remontrance de ses parents quand ils ont su ce qui s'était passé à plusieurs reprises. En effet, si elle avait été prise par les Allemands, c'est elle et toute sa famille qui auraient été alignés et fusillés sur la place publique. Heureusement, le destin en a voulu autrement. Quelques années plus tard, tout était à reconstruire en Italie et le travail manquait crucialement. Convaincue par un oncle qui travaillait déjà en Suisse, à Saxon, depuis quelques années, elle décide de partir tenter sa chance, à son tour, dans ce village valaisan où se trouvait l'Abricot, prince des vergers valaisans. Dès ce moment-là, elle commença tout de suite à travailler, et c'est tout naturellement qu'elle rencontra très vite son prince, Jules Fleury de Saxon, qu'elle épousa très rapidement. Plus tard, à 22 ans, elle devint maman d'un premier garçon, Stéphane, puis 6 ans après d'un deuxième garçon, Patrice. À l'heure actuelle, Madame Fleury est grand-maman de 2 petits-enfants, Manon et Valentin, et arrière-grand-mère d'un petit Léo. Durant toute sa vie, elle a été au service des autres, de sa famille, de ses employeurs, de ses voisins, sans jamais faillir et avec beaucoup d'implication et d'application. Son savoir-faire, sa rapidité et la qualité de son travail lui ont valu d'ailleurs beaucoup d'éloges. Il est impossible ici de résumer une vie aussi bien remplie d'anecdotes, de bons et de moins bons souvenirs, mais comme la plupart des vies, elle a été globalement belle et continuera encore de l'être. Bravo, Madame Fleury. Voilà, mes voeux, alors félicitations. Monsieur Félix Perrier, il est né le 4 mai 1934, c'est le benjamin d'une fratrie de 7 enfants, 22 ans de différence avec sa sœur aînée. En 1954, il épouse Yvonne Vouillot, ils ont 3 enfants, Paul-André, Scarlett et une petite Roselyne qui est décédée en 1955. Dans les années 1956, il travaille à l'usine d'aluminium de Martigny environ 2 ans. Mais très vite, il se rend compte que c'est le travail en usine et d'être sous les ordres de patrons, ce n'est pas vraiment son truc. À partir de là, il va travailler avec sa patronne sur leur domaine agricole. Abricots, poires et vignes avec plaisir jusqu'à 88 ans. Depuis l'entrée en MS de son épouse en 2023, il vit seul à la maison entouré de ses 2 enfants, 4 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants. L'année 2024 est une année festive pour lui. 70 ans de mariage, 70 ans de Paul-André et 90 ans pour lui. Félicitations, Monsieur Perrier.
Perrier. Bonjour mesdames, messieurs. Au tour maintenant de monsieur Georges Vouillamot. À l'âge vénérable de 90 ans, Georges incarne la sagesse forgée par une vie dédiée au travail et à la famille. Partageant sa vie avec Solange depuis 65 ans et père attentionné de 2 enfants, il a inscrit une carrière exemplaire, tout particulièrement chez Descaillets et Veuté, ne manquant jamais un jour de travail. Son engagement communautaire s'est manifesté lorsqu'il a servi en tant que conseiller communal pendant 4 années, contribuant ainsi à l'épanouissement de son village. Cet homme demeure un visionnaire qui a insufflé une passion pour le voyage à sa famille. Année après année, il a guidé les siens à travers l'Europe lors de voyages en camping, tissant des souvenirs qui transcendent le quotidien. Dans le cocon chaleureux de son foyer, chaque récit de ses escapades devient une source d'émerveillement pour ses petits-enfants, faisant du camping annuel une tradition chargée d'amour et de souvenirs inoubliables. Exemple en France dans la Volvo, sans la climatisation. Il nous a toutefois toujours emmenés à bon port. Aujourd'hui, il savoure le privilège d'avoir 4 petits-enfants. Sa demeure est empreinte d'une quiétude méritée. Il demeure le patriarche inspirant, transmettant aux générations futures le goût de l'aventure et la valeur des moments partagés. Il vit actuellement un chapitre paisible où chaque jour est une bénédiction. Félicitations. Je vais maintenant vous relater l'histoire de Victor Doué. Né à Pras-sur-Ny-sur-Orcière le 7 août 1964, il est l'aîné d'une fratrie de 6 enfants. Son papa était tailleur de pierre et sa maman mère au foyer. Victor a toute sa vie été au volant de camion. Il a tout d'abord contribué à la construction des barrages en Valais, en acheminant les matériaux et autres durant toutes ces années de travaux. Les barrages terminés, il conduisait pour une entreprise en plaine. C'est en étant en plaine qu'il a connu sa future épouse, Georgette Jambiel. Depuis lors, il s'est marié avec Georgette. De cette union, voici 66 ans, sont nés 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Il a continué à conduire pour la fabrique d'Oxa et la fabrique de confiture Florval. Par la suite, il a créé son dépôt de fruits et légumes Doué à Saxon. Grandement épaulé par son épouse et 2 de ses enfants qui produisaient les fruits et légumes. Entreprise que son fils Bernard a repris avec ses 3 enfants, qui se donnent beaucoup de peine à faire perdurer. Actuellement, Victor coule une belle vieillesse aux côtés de son épouse. Il est entouré de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il conduit toujours, mais une petite voiture électrique, qui lui donne beaucoup de liberté et quelquefois des petites aventures. Félicitations, Victor. Merci. Félicitations. Et voilà. Salut. C'est bon, j'ai compris le truc. Autour de Madame Gaillard-Boucher, Colette, qui est née le 13 septembre au village de Saxon. Ses parents sont René Folin et Charlie Bruchet. Elle suit les classes de l'école primaire de Saxon jusqu'à ses 15 ans. Les vacances scolaires durent 6 mois. Elle les passe dans les Mayens de Saxon, en compagnie de sa grand-mère Agathe. Elle se rappelle très bien ses souvenirs d'enfance, insouciants et heureux. Son papa est sonneur de cloches. Tous les soirs, en rentrant de l'école, elle va remonter l'horloge de l'église. À 15 ans, elle finit l'école et ne souhaitant ni suivre un apprentissage, sa maman aurait souhaité qu'elle devienne couturière, ni fréquenter l'école ménagère,
Elle part avec une amie travailler à Montreux dans une boulangerie. Elle doit rentrer à la maison à la période des fraises pour aider à la cueillette. Elle n'est pas très enchantée, mais elle doit obéir. Elle travaille ensuite au Café du Commerce à Montaix, puis au magasin de Lucien Dupont au village. Un des divertissements de l'époque est de descendre à Godfrey, voir passer le train de 20 heures. Avec quelques copines, elle travaille à la vigne du curé. Elle a été fille d'honneur de la fanfare L'Avenir, dont son papa est membre musicien. À l'âge de 19 ans, elle séjourne au sanatorium de Montana pour soigner des problèmes pulmonaires. Elle en garde malgré tout de bons souvenirs. En 1956, elle se marie avec André Gaillard. De cette union naissent 3 enfants, 4 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Malheureusement, en 1980, elle perd son mari à l'âge de 46 ans et quelques années plus tard, son plus jeune fils. La vie ne l'a pas épargnée. Malgré tout, elle a toujours gardé sa joie de vivre. Elle est membre de la Société de gym d'âme. L'été, comme bénévole, elle participe plusieurs fois au camp de gym des enfants. Toutes les années, elle attend impatiemment la période de carnaval pour se déguiser, danser, s'amuser avec ses amis. Pendant quelque temps, elle porte le costume du groupe folklorique l'Arbarins. Durant 35 ans, elle vit avec son ami Dédé à Saint-Gingolph, au bord du lac Léman. Depuis 2 ans, elle est revenue à Saxon, retour aux sources où elle réside actuellement. Félicitations. Bonjour à tous, moi j'ai l'honneur de présenter Madame Anita Gory. Anita Gory, née Vuillemin le 11 novembre 1934 au Val d'Aoste, auprès d'une famille de 3 enfants, 2 frères à ce jour décédés. En 1955, Anita a émigré en Suisse, à Saxon, où il travaillait comme femme de ménage pour ensuite travailler à la campagne. En 1956, elle rencontre son époux Ivano Gory. Il travaille comme mécanicien. De cette union sont nés Vilma en 1957 et Ivana en 1964. Elle est grand-mère de 3 petits-enfants et arrière-grand-mère de 7 petits-enfants. En 2007, elle perd son mari et en 2018, sa fille Ivana part à sa soeur. Après avoir pu profiter d'un appartement protégé aux sources pendant 2 ans, des problèmes de santé l'ont obligée d'intégrer le Roule, où elle vit depuis 2020 sous la bienveillance du personnel soignant. Mais une vive félicitations, Madame Goy. Je vous donne l'enveloppe. Merci beaucoup. Voilà, pour terminer, je vais vous présenter le parcours de vie de Madame Violette Schwitter. Née à Saxon d'une famille de 6 enfants, de Charles et Blanche Schwitter, née Bruchet. 6 enfants avec chance, encore tous présents, mais pour des raisons diverses, n'ont pas pu se joindre à nous. Cependant, tous lui témoignent leur affection. Violette se trouve à la 3e position. Partie pour Genève à l'âge de 19 ans, où elle rencontre son mari actuellement décédé. De cette union sont nés 2 enfants, un garçon et une fille, Pierrot et Chantal. Pierrot, ébéniste sur Genève, et sa fille Chantal a rencontré son mari en Allemagne, où elle réside actuellement. Violette a travaillé toute sa vie professionnelle dans la restauration. Pour ceux qui connaissaient, au restaurant Bagatelle ainsi qu'au restaurant de
UIT. C'est pour sa retraite qu'elle décida de rejoindre sa terre natale et d'y vivre paisiblement dans son 2 pièces dans le bâtiment Saxe-Nord. Félicitations, Madame Schuster. Voilà, Madame Schuster, bravo. Bonjour. Bonne santé surtout pour la suite. Merci. Tout bon. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, Sylvain. Encore merci à vous toutes et à vous tous, et puis surtout santé et bon appétit. Si, comme moi, vous ne savez pas quoi faire de vos déchets spéciaux, eh bien la commune de Saxon a une solution. La collecte itinérante des déchets spéciaux se passera le mardi 16 avril 2024 à Saxon. Le parking derrière le casino, et ça de 15h à 16h30. Voilà, avant de vous laisser avec le reportage rétro réalisé par Georges Gillot, me permet de vous souhaiter une bonne soirée et si ça vous dit de passer à la Vinondée le samedi 20 avril pour nous faire un petit coucou, eh bien on vous recevra en musique et dans la rigolade. Voilà, je vous remercie beaucoup, passez une bonne semaine et n'hésitez pas à rester à Saxon et à faire vivre ce village. Voici notre manière d'annoncer le prête. La floraison des abricotiers est une des particularités de la rive gauche. Un reportage réalisé en 1944 par Robert Gay. Les conditions climatiques de cette année ont été merveilleuses pour la floraison de l'abricotier. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Perrier? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut tenir compte que nous suivons une année qui a été, disons, très déficitaire dans la cueillette. Alors les arbres en 93 ont pu se renforcer parce que la récolte était très faible, il y a eu du gel en 93. Et alors, vu le renforcement que les arbres ont pu subir en 93, on se trouve en présence d'une floraison et d'autant plus avec des conditions de climat assez extraordinaires. On a eu pas trop un hiver trop rigoureux, le dégel s'est passé assez rapidement et on est en avance dans des années très précoces. L'année 94, il semble que c'est une exception dans la floraison. Peut-être qu'on s'en souvient pas, mais apparemment, on peut quand même faire un certain recul. Je crois, oui, que c'est exceptionnel. Les conditions, et ouais, vous pouvez remarquer que la floraison monte graduellement le coteau de Saxon. Elle va bientôt atteindre les hauts qui se trouvent dans les 800-850 mètres, voire même légèrement plus en certaines régions. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, la floraison, elle est superbe. Pour le moment, on a vu très peu d'abeilles, on n'a pas eu un temps encore très chaud. Et on espère que la fécondation se passera bien, mais on ne peut pas oublier qu'on reste encore à 2 mois d'une certaine sécurité de récolte, jusque vers la mi-mai et par là, en tout cas. Oui, l'altitude, nous sommes dans le mi-coteau, une bonne moyenne du mi-coteau, puisque ça part depuis la plaine jusqu'à environ à 800-900, nous sommes ici dans les 700 mètres. Et pour le moment, tout se présente bien.
tous présents. Disons que ces arbres sont vraiment bien taillés, ces nouvelles plantations. C'est à l'ordre du jour, hein. Oui, mais ça existe déjà maintenant depuis 6 ou 7 ans. C'est des choses qu'on a déjà vues. Mais ici, nous avons étudié des formes un peu spéciales. Je l'ai fait avec des anciens responsables des cultures fruitières aux sous-stations fédérales. J'ai fait avec d'autres amis aussi. C'est le problème, c'est de les avoir le moins haut possible, réduire, disons, les frais de cueillette pour l'échelle. Alors on a adopté une taille qui les conduit très horizontale, vous voyez. Il y a encore quelques branches à guider, mais je crois que le résultat est tout à fait positif comparé aux anciennes cultures que vous voyez là, où on doit rabattre les arbres qui deviennent trop grands, les rabattre pour éviter des trop fortes hauteurs au moment de la cueillette. Nous allons maintenant sur un terrain assez particulier de la commune de Chara, où M. Philippe Blanc nous parlera de la floraison de l'adonis. Reportage Robert Gay. Nous sommes ici sur l'endroit appelé Maya-Moret. Et dans ce parcours, nous sommes à un endroit vraiment spécial où se trouvent les adonis. Et pour les rencontrer, vous n'avez qu'à consulter le sentier pédestre. Il est inscrit sur la carte. Et les adonis, ils y sont en conséquence. D'un jaune superbe, fleurs semi-doubles, supporte le sec. Le terrain, pour en avoir une quantité pareille, le terrain doit merveilleusement leur convenir. Et vu leur évolution sur cet endroit-là, maladies et insectes, aucun. Pour les intéresser, l'adonis est originaire de la Mandchourie et du Japon, les vernalis de l'Europe et de la Sibérie. Il existe des adonis annuels et vivaces. Les semis peuvent s'effectuer dès que les graines sont mûres, dans la période de juillet à août.